9 mai, en votant non, nous allons porter l'espoir de tous ces hommes et ces femmes qui en Europe souffrent des politiques libérales, des Berlusconi, Blair et consorts. Le vote non, c'est un formidable vote de solidarité européenne. Le Parti communiste, la LCR, les opposants des Verts, du Parti socialiste, mais aussi et surtout tous les animateurs et animatrices du mouvement social. 2 raisons d'être enthousiaste parce que ce soir, on le sait. Non seulement on sait que le non peut l'emporter, mais on sait surtout que si le non l'emporte, ce sera par la gauche qui l'emportera. Parce que ça sera dans ce camp-là que les choses vont basculer. Il n'y a pas d'alternative possible sans le rassemblement de la gauche, et il est juste de dire qu'il n'y a pas de rassemblement possible de la gauche sans prendre nettement ses distances avec la droite. Mes chers concitoyens, notre diversité ce soir, politique, associative, syndicale, et notre convergence dans l'action, voilà la bonne méthode. Jean-Luc Mélenchon a créé un parti, donc un nouveau parti. Hein, ils sont deux. Bonjour à tous. Deux. Nous sommes deux. Nous sommes déjà plus de 1500 dans cette salle. Et vous continuez d'arriver nombreux. Mesdames, Messieurs, installez-vous, prenez place. Notre réunion va commencer. Il me revient le très grand honneur de présider le rassemblement du meeting de lancement du Parti de gauche. Il y a moins d'un mois, j'étais encore membre du Bureau national du Parti socialiste. Aujourd'hui, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Non pas parce que 2 personnes l'auraient décidé. Nous sommes déjà des milliers à avoir fait ce choix. Des milliers de militants venus du Parti socialiste, nombreux dans cette salle, qui ont eu le courage de s'arracher à leur parti pour continuer à défendre leurs convictions. Merci à eux. Des milliers de citoyens qui avaient d'autres engagements, qui n'étaient souvent membres d'aucun parti et qui s'engagent aujourd'hui au Parti de gauche. Merci à eux. Ils ont le courage de braver la suffisance des médias, des beaux esprits qui dissertent sur nos chances alors que le monde court à la catastrophe. La vieille rengaine de la résignation, ça ne changera jamais. Cette forme moderne de cynisme qui ridiculise ceux qui veulent changer le monde tout en flattant ceux qui n'ont d'autres montagnes à gravir que les signes indécents de leur compte en banque. Merci à vous, venus en voisins de cette banlieue populaire, venus nombreux dans cette salle de Belgique, de Suisse, car cette réunion n'existerait pas sans votre engagement. Rien n'aurait été possible sans les 6000 signatures de soutien recueillies en quelques jours, sans l'implication personnelle de toutes celles, de tous ceux qui ont fait connaître cette réunion en diffusant tracts et affiches, sans les 200 bénévoles qui en ce moment même sont occupés à l'organisation de la journée, sans les 15 000 € de dons recueillis en quelques jours qui nous permettent de faire face aux frais de cette salle. Et il en manque encore, des urnes sont là pour y répondre. Le Parti de gauche est un rassemblement d'êtres libres, des êtres qui pensent par eux-mêmes et qui agissent. Car l'on n'est pas libre lorsqu'on laisse rouler les événements et que l'on les laisse décider de notre sort à notre place.
Beaucoup reste à faire. Le parti de gauche ne fait que commencer. Nous n'avons pas encore réponse à tout. Sans doute commettons nous-mêmes quelques erreurs. Mais face à la crise, face à la droite que nous venons de voir, face aux difficultés de la gauche, nous n'attendons pas, nous ne nous lamentons pas, nous agissons. Les orateurs que je vais appeler devant vous et que vous voyez ici diront l'ambition qui nous anime. Nous savons bien que cette ambition est immense. Nous voulons changer le monde, rien de moins. Mais n'est-ce pas la seule chose raisonnable à faire? Et je suis convaincu que l'attente qui peut demain se lever est plus grande encore. En ouvrant notre rassemblement, je forme le vœu que nos voix résonnent et qu'elles encouragent partout à relever la tête tous ceux qui veulent vivre dignement une vie humaine. Merci. La première personne que je vais appeler à cette tribune a été d'une aide décisive. Il y a 15 jours, nous n'avions toujours pas de salle assez grande pour nous accueillir et nous courions la banlieue de gymnase en gymnase. Elle s'est tournée vers nous, elle nous a proposé cet espace. Jacqueline Rouillon, maire de Saint-Ouen, peux-tu venir nous dire quelques mots? Je te cède la parole en te remerciant de tout cœur. Jacqueline Rouillon. Chers amis, chers camarades, je vous souhaite la bienvenue et je suis fière de voir tous ces hommes et ces femmes réunis et puis cette ambiance à la fois dynamique, chaleureuse. Et je suis donc, comme maire de Saint-Ouen, émue aussi de vous souhaiter la bienvenue à l'île des Vannes, dans un lieu dont les murs, depuis plus de 30 ans, portent des manifestations diverses, mais un certain nombre de ces manifestations ont été portées par l'espoir de construire un autre monde, notamment avec les congrès du Parti communiste français, mais aussi de nombreuses réunions et meetings d'autres partis de gauche. Et je pense que vous accueillir aujourd'hui à l'île des Vannes, c'est plus qu'un clin d'œil, c'est un message sympathique de parler d'espoir pour l'ouverture de votre assemblée. Je salue également tous vos invités, Monsieur Oscar Lafontaine et le mouvement Die Linke, et je voudrais vous dire que s'il n'y a jamais de copier-coller, ni de recettes à transplanter d'un pays à l'autre, bien sûr que ce qui se passe dans votre mouvement, dans votre parti, nourrit notre réflexion politique depuis sa création et son évolution. Aujourd'hui, la création du Parti de la gauche est un événement, à la fois une rupture, mais aussi et surtout une construction. Rupture avec un parti, le Parti socialiste, qui n'entend plus les attentes politiques de nombre de ses militants, ses adhérents.
Partir, rompre ou claquer la porte, beaucoup le font depuis un certain nombre d'années, mais cela s'accélère aujourd'hui dans différents partis, dans différents mouvements, notamment à gauche. Car la crise des partis est profonde. Aussi l'essentiel, et on peut parler d'espoir aujourd'hui, c'est bien à partir de ces ruptures de pouvoir créer, de pouvoir construire une nouvelle offre. Car tous ces adhérents dans ces partis, candidats au départ, ces citoyens déjà partis et aujourd'hui nulle part, ces jeunes encore jamais entrés dans un parti politique ne sont pas dépolitisés. Ils veulent, nous voulons combattre, changer. Aussi, le grand enjeu, c'est bien la mise en dynamique de toutes ces histoires politiques diverses pour qu'elles participent ensemble à l'émergence d'une nouvelle force. Une nouvelle force forte du métissage de toutes ces cultures politiques. Socialistes, communistes, dans ses différentes sensibilités, républicaines, trotskistes, écologiques, libertaires. Et je me réjouis que la création du Parti de la gauche contribue au développement de toutes ces synergies prometteuses d'une vraie alternative dans notre pays. Et je vous souhaite une très bonne assemblée et je ne doute pas que cette réflexion augure de beaucoup de choses pour l'avenir. Bravo à tous. Responsable internationaliste, elle est déjà à pied d'œuvre pour multiplier les relations entre le parti de gauche et des forces de gauche du monde entier. Je vous remercie d'accueillir à cette tribune Raquel Garrido. Chers amis, chers camarades, il me revient le grand plaisir de vous dire que nous sommes regardés. Non, je ne parle pas des caméras qui vous filment et projettent sur l'écran des visages souriants car conscients de participer à un événement historique. Je ne parle pas non plus des caméras qui diffuseront ce soir ce meeting sur les chaînes d'information. Mes amis, je parle des dizaines de messages que j'ai reçus du monde entier pour nous soutenir dans la création du parti de gauche. Ces messages nous arrivent de dirigeants politiques d'Italie, de Suisse, du Portugal, d'Irlande, de Belgique, de Hollande, de Grèce, de Pologne, d'Allemagne, du Chili, d'Argentine, du Brésil, du Mexique, du Venezuela ou de Bolivie. En effet, il n'y a pas qu'en France que la décision a donné ou a soulevé un tel espoir. Dans d'autres pays aussi, on ressent le besoin que la gauche retrouve de la force en France. Pour les peuples, comme en Bolivie ou au Venezuela, qui ont décidé de prendre en main leur propre émancipation économique et citoyenne, mais s'affrontent à une Europe libérale, la création du parti de gauche est une bonne nouvelle. Là où la gauche est à l'agonie ou dans de graves difficultés, comme en Italie ou en Autriche, du fait de la faillite intellectuelle et même morale de la social-démocratie, qui, incapable de concevoir le monde autrement que dans le cadre du capitalisme, a également empêché l'émergence d'une autre gauche. Dans ces pays-là aussi, la création du parti de gauche est une bonne nouvelle. Oscar Lafontaine nous dira tout à l'heure son expérience. Il nous a inspirés. Mes camarades, par ce lancement, par ce magnifique meeting, aujourd'hui, c'est nous qui inspirons les autres. Prenez les dirigeants socialistes argentins qui promeuvent et achèvent la nationalisation des fonds de pension,
l'expropriation de la compagnie aérienne nationale et qui sont en complète contradiction avec les politiques habituelles de la social-démocratie. Ils nous regardent avec impatience et bonheur, tant notre rupture a une portée universelle. En Europe aussi, des leaders politiques tant de l'international socialiste, comme Jean Ziegler en Suisse, que du reste de la gauche, nous encouragent et nous légitiment dans notre démarche. Notre objectif de réunifier la gauche du non lors des élections européennes et de prendre la tête de la gauche française est une réponse à un besoin pressant et global. Et quand nous réussirons, alors quel espoir fantastique nous serons pour les militants boliviens, pour les Vénézuéliens, pour nos amis du PT du Brésil, pour les socialistes du Chili, les vrais, ceux qui sont restés dans les pas du président Allende. Un espoir fantastique, car eux et nous pouvons dessiner une nouvelle ère des relations internationales. Chers camarades, nous sommes regardés, car notre mission ne peut pas être enfermée dans les 6 murs de l'Hexagone. Elle est européenne, elle est globale, et je sais qu'elle est à notre portée. Elle ne dépend que de nous. Le prochain orateur est un militant altermondialiste engagé depuis la première heure dans le combat pour un autre monde. C'est la première fois qu'il s'engage dans un parti politique. La parole est à Christophe Ventura. Merci François. La création du parti de gauche est une bonne nouvelle dans le champ politique. Une bonne nouvelle que probablement dont Jean-Pierre Pernaut ne parlera probablement pas, et c'est encore peut-être une bonne nouvelle. La création du parti de gauche est une bonne nouvelle car il peut permettre d'engager en France une dynamique politique unitaire, en rupture avec le néolibéralisme qui, malgré sa banqueroute et sa remise en cause dans le discours par nos gouvernants, vient d'être mis en selle à Washington lors de la dernière réunion du G20 et en France avec une application méthodique par le gouvernement de Nicolas Sarkozy. Le parti de gauche peut permettre de constituer une offre politique crédible pour qui veut voir naître dans notre pays une gauche de gauche, mais aspirant à gouverner. C'est au fond, de mon point de vue, cette perspective qui confère à l'initiative son principal intérêt. Le Parti socialiste, largement converti au social-libéralisme et à l'eurolibéralisme, paraît bien incapable de renouer un contact sociologique et politique avec les classes populaires et de porter leurs aspirations. De son côté, l'autre gauche est dispersée et prisonnière de contraintes électorales. Enfin, les mouvements sociaux et citoyens, notamment ceux issus de 10 années d'altermondialisme et de forums sociaux à travers le monde, commencent seulement à se poser la question du prolongement politique de leur mobilisation, ce que certains d'entre nous ont appelé le post-altermondialisme. C'est parce que le projet du parti de gauche fixe cet objectif de bâtir une gauche radicale de gouvernement et qu'il en tire comme conséquence l'obligation de construire une union stratégique entre les différents acteurs de la gauche politique et sociale non social-libérale qu'il se révèle un projet définitivement pertinent. Le parti de gauche est enfin un parti pertinent parce qu'il sait être attentif aux évolutions en cours et en particulier aux innovations politiques européennes et mondiales. Il sait regarder de près ce qui se passe en Allemagne avec Die Linke, mais il sait aussi regarder ce qu'il se passe en Amérique latine dans le cadre des processus de transformation sociale et politique qui ont cours aujourd'hui dans ce continent. Il sait regarder ce que ces pays construisent, notamment dans le cadre de l'ALBA, l'alternative bolivarienne pour les peuples de l'Amérique, qui aujourd'hui, dans leur pays, mettent en place les politiques publiques que nous réclamons ici depuis des années en termes de lutte contre le capitalisme. Ces pays qui, eux aussi, savent tourner la page du capitalisme. Comme on dirait en Amérique latine, viva le parti de gauche! Merci à tous ceux dans cette salle qui symbolisent cette présence des peuples latino-américains à nos côtés. Je pense à l'ambassadeur du Venezuela ici présent, Jesús Arnaldo Pérez,
Je pense au conseiller diplomatique de l'ambassade de Cuba, Leide Rodriguez. Je pense aux camarades du Parti socialiste chilien en France, Luis Casado, Armando Uribe. Tout à l'heure, nous donnerons la parole à la représentante de la République de Bolivie. Merci à eux, car leur exemple nous donne de la force. Je vais maintenant appeler à cette tribune une militante laïque, élue de banlieue qui défend en Seine-Saint-Denis quotidiennement les intérêts des classes populaires. Elle est ici, elle est là, vient parmi nous, Hayat Dalfa. Mes chers camarades, bonjour. La toute fraîche élue locale que je suis a une double obsession. Une qui est bien évidemment liée au territoire dans lequel elle intervient, et l'autre est sa capacité d'agir quand on ne souhaite pas s'adapter au monde tel qu'il est. D'abord, la Seine-Saint-Denis, son histoire ouvrière, sa place particulière dans la région francilienne, son rôle dans l'histoire de la gauche française et sa capacité de mobilisation. Un département qui a dit non à Maastricht, non au traité constitutionnel européen, non à Nicolas Sarkozy. Un département qui voit aujourd'hui se fonder le parti de gauche avec un plaisir non dissimulé pour un certain nombre d'entre nous. Tant les défis qui nous attendent ici traversent l'ensemble de nos convictions républicaines, laïques, sociales et économiques. Le premier de ces défis est, à mon sens, sortir de la dialectique mortifère dans laquelle on enferme depuis trop longtemps ces territoires, entre la peur et la compassion. L'une permettant aux néolibéraux de tout poil d'instaurer le débat sécuritaire, fichage et autres restrictions des libertés individuelles, de déceler dès le plus jeune âge le gène de la délinquance, de disqualifier les classes populaires, la jeunesse et l'immigration, in fine de masquer toute la question sociale et économique au profit d'une crise culturelle et religieuse d'une population inintégrable qui amènerait la thèse du choc des civilisations aux portes de Paris. L'autre pendant, le compassionnel, s'il puise ses racines certes dans un certain humanisme, ne fait à l'arrivée que gloser sur l'impuissance du politique, en renvoyant chacun à ses mécanismes de solidarité propres et échoue à la mise en œuvre de mobilisations collectives. Vous excuserez le côté lapidaire de la démonstration, mais le temps qui m'est imparti est court. Cette dialectique en soi est une dialectique de la résignation, qui viserait à admettre sans piper qu'il y aurait des territoires définitivement perdus pour la République. C'est donc un travail de fond qui nous attend ici. Redonner crédit à la politique quand on vient de se faire voler sa souveraineté populaire n'est pas chose aisée. Mobiliser quand on n'est pas en capacité, selon les règles de la Constitution, de régler les questions de vie lourdes comme le travail, le logement, n'est pas chose aisée non plus. Revaloriser les fondamentaux de la gauche, les différencier les unes des autres, quand on a connu les divisions électorales des dernières cantonales et municipales en Seine-Saint-Denis, n'est pas facile. Faire valoir la laïcité, l'école, est une chose qui se complique quand le président de la République en tant que tel, dans son discours de Latran, nous dit que dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur. Même s'il est important qu'il s'en rapproche, parce qu'il lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d'un engagement porté par l'espérance. Le volontarisme politique qu'il va nous falloir, mes chers camarades, pour aborder les questions d'égalité,
de partage des richesses, de l'État social, pour ne pas céder à l'ethnicisation de la République dans ses formules sympathiques comme la diversité, comme dans ses formules qui le sont moins, comme les quotas ou les fichages ethniques, va exiger un front politique pour les européennes, certes, mais aussi pour toutes les actions de proximité. L'élue que je suis devient aujourd'hui une élue du parti de gauche pour accompagner, entre autres, toutes ces questions-là. Mais je le dis en toute modestie, aussi pour regagner de la capacité contestataire, de la capacité de proposition, de la capacité de mobilisation, face au transfert de compétences, à la complexification de la gestion publique, à la révision générale des politiques publiques et les finances publiques, la mise à mal des services publics, aux injonctions de mise en place du service minimum d'accueil dans les écoles, de mise en place de la loi Boutin quand dans une ville comme la mienne, il y a plus de 40% de logements sociaux. Dans le débat pour le Grand Paris, nous avons besoin d'actions coordonnées, de plateformes de débat avec les citoyens, au risque sinon de devenir de simples gestionnaires ou de plus ou moins bons exécutants des politiques nationales. Mon engagement est entier, parce que je ne suis pas exempte de l'espoir et l'enthousiasme qu'ont suscité, dans un premier temps, Marc Delay et Jean-Luc Mélenchon. Ni moi, ni les camarades que j'ai eu le plaisir de rencontrer tout au long de ces derniers jours, de La Courneuve, de Tremblay, de Montreuil, de Drancy, de Saint-Denis, de l'île Saint-Denis, de Saint-Ouen, de Bagnolet et j'en passe, qui le hurlent en chœur avec vous. Oui, décidément, ça suffit comme ça. Nous sommes déjà plus de 2000 dans cette salle, dans l'un des meetings peut-être les plus ponctuels que nous ayons été amenés à tenir les uns les autres. Donc ça n'est pas fini. J'appelle maintenant à cette tribune un professeur de lycée professionnel, premier adjoint à la mairie du 12e arrondissement de Paris, conseiller de Paris. Il a quitté le Parti socialiste pour rejoindre le Parti de gauche et le fonder avec nous, Alexis Corbière. Les amis, la force qui se rassemble aujourd'hui avec le Parti de gauche est une force qui place parmi ses premières exigences le respect de la souveraineté populaire. Chers amis, vous devez penser qu'en République, le respect de la souveraineté populaire devrait être une évidence, devrait aller de soi. Et pourtant, lorsqu'il s'agit de la construction de l'Union européenne, cette exigence élémentaire est piétinée. Vous vous en souvenez, il y a 3 ans de cela, au terme d'un grand débat démocratique qui a traversé tout le pays, qui a multiplié des milliers de réunions, des argumentaires, des articles, qui a amené à ce que, quelle que soit la position défendue par les uns et par les autres, ceux qui défendaient le oui et le non, tout le monde a estimé que jamais, dans notre pays, on n'avait jamais autant parlé d'Europe. Vous vous en souvenez, chers camarades, au terme de ce débat, le peuple a voté en toute connaissance de cause, en conscience, et à 55%, le 29 mai 2005, il a voté non. Eh bien, personne dans cette salle ne l'a oublié. Eh bien, depuis 3 ans, que s'est-il passé? Je crois qu'il faut continuer à dire « Vous devez respecter notre non, vous devez respecter ce vote ». Et personne ne peut construire l'Europe sans demander son avis au peuple, sans respecter ses exigences. Car, je le répète, qu'avons-nous constaté? Tous ceux, ils sont nombreux, ils ont cherché à en détourner le sens de ce vote. Ils ont multiplié les déclarations disant que c'était un vote frileux, xénophobe. Ils ont préféré nous insulter plutôt que d'admettre que ce vote, dans sa grande majorité, dans sa dynamique profonde, était un vote d'espoir pour une autre Europe, pour une Europe sociale, pour une Europe de progrès, pour une Europe solidaire et démocratique. Le 29 mai 2005, c'était un vote majoritairement de gauche qui s'est exprimé. Et Nicolas Sarkozy, qu'avait-il promis durant sa campagne présidentielle? Qu'il respecterait lui aussi ce vote,
que tout autre texte qui viserait à donner des règles pour l'Europe serait soumis à référendum. Qu'a-t-il fait? Sitôt élu, il s'est empressé de faire rédiger le traité de Lisbonne, quasi identique au précédent, à tel point que Valéry Giscard d'Estaing disait « mais c'est le même texte ». Et il a choisi, ce traité de Lisbonne, de ne pas le soumettre à référendum, mais de le faire adopter par voie parlementaire. Et je serai clair à cette tribune. Si Sarkozy et la droite ont réussi cette forfaiture, c'est que le 4 février 2008, lors du congrès de Versailles, lors de la réunion qui a permis l'adoption de ce traité de Lisbonne, 140 députés socialistes se sont abstenus et 40 ont voté pour ce texte. Si tous avaient voté contre, alors un référendum aurait été possible. Il manque une vraie gauche sans concession face à la droite et aurait pu obtenir un référendum. Je dois aller vite, les amis, mais je rappellerai aussi les propos de Nicolas Sarkozy, qui, le 15 novembre 2007, à l'attention d'un journal britannique qui s'appelle The Daily Telegraph, disait, s'inquiétant du référendum qui avait lieu en Irlande, et je cite Nicolas Sarkozy, « Des référendums sur le nouveau traité européen seraient dangereux, un tel référendum en France serait perdu, de même qu'au Royaume-Uni et dans d'autres pays. » C'est notre président qui parle ainsi. Et fort heureusement, les Irlandais lui ont donné raison en votant non. Alors, ce scandale, c'est un fait politique que nous devons combattre. C'est une honte. Et je dirais à Nicolas Sarkozy, prenez garde, vous qui souhaitez tant que l'on vous respecte, à tel point que vous attaquez notre ami Hervé Héon, vous qui voulez qu'on vous respecte, si vous ne respectez pas le peuple, il ne vous respectera pas non plus. Chers amis, le parti de gauche, c'est le parti du respect de la souveraineté populaire. La jeunesse a tant à faire, la gauche ne doit pas la laisser sans armes. J'appelle à cette tribune Audrey Galland. Chers amis, chers camarades, bonjour. Je serai brève. Je pense que notre parti a un devoir majeur à accomplir, c'est d'être un parti d'éducation populaire. Nous avons besoin d'être un parti d'éducation populaire parce qu'aujourd'hui, chacun de nos militants, chacun de nous, devons être en mesure de combattre toutes les fausses évidences. Il y a des exemples très simples quand on nous dit « si vous voulez gagner plus, il va bien falloir travailler plus » ou encore quand on nous dit « certainement, partager les fruits de la richesse, mais avant toute chose, encore va-t-il falloir créer de la croissance ?» Eh bien, chacun de nous doit être en mesure de dire que depuis les années 80, la richesse nationale augmente, elle a quasiment doublé d'ailleurs, et que 10 points de cette richesse sont passés des poches de ceux qui l'ont créée aux poches de ceux qui détiennent les capitaux. Et que donc il est grand temps de réapproprier la richesse à ceux qui la créent. C'est un exemple très simple, mais je pense qu'il est suffisamment parlant pour que nous comprenions tous que nous ne sommes pas là pour être des commentateurs de l'actualité, mais que nous sommes là pour être des gens qui, face aux idées fausses et qui pourtant paraissent évidentes, nous avons l'urgente nécessité et l'ardente nécessité de remettre en question, de réfléchir, de raisonner et d'argumenter face à toutes ces choses-là. Et notre objectif à nous tous est d'aider chaque citoyen de faire ce cheminement également. C'est ce que nous avons fait d'ores et déjà lors de la campagne sur le traité constitutionnel européen. On nous a dit « ce traité est bien trop compliqué pour vous, laissez faire les experts, laissez-nous vous dire ce qu'il y a de bon pour vous dans ce texte et votez comme nous vous disons de voter ». Et nous ne nous sommes pas résignés à faire ça. Nous avons pris ce texte, nous l'avons lu, nous l'avons déchiffré, nous nous sommes regroupés pour le comprendre. Et c'est de cette manière que nous avons remporté une bataille culturelle. C'est grâce à un travail d'éducation populaire que nous avons réussi à impliquer le peuple et à remporter une bataille sur le culte de la consommation et sur le culte notamment de la concurrence libre et non faussée. Voilà, donc en quelques mots, la tâche que nous devons nous assigner en créant le parti que nous créons aujourd'hui est de conserver notre esprit critique et d'aider chaque citoyen à conserver son esprit critique ou à l'avoir tout au moins, de façon à impliquer le peuple et à ne pas nous laisser soumettre à la star-académisation de la société, à la pipolisation, qui sont un rideau de fumée et qui nous soumettent tout simplement
à la tyrannie de quelques-uns qui voudraient diriger. Je vous remercie. Notre prochain orateur était jusqu'il y a quelques jours le premier signataire d'une motion dans le congrès du Parti socialiste. C'est le porte-parole du mouvement Utopia. La parole est à Franck Pupuna. Merci. Bien. Chers camarades, on dit quoi déjà, Jean-Luc? On dit chers camarades, chers pégiens, chers pégiennes? On dit comme on aime, quoi. Chers amis, j'ai envie de débuter cette intervention par une question fondamentale. La raison essentielle pour laquelle nous sommes tous réunis ici aujourd'hui. Nous ne sommes pas réunis ici aujourd'hui pour changer à la marge l'ordre des choses. Nous ne sommes pas réunis ici aujourd'hui pour composer avec l'ordre établi. Nous sommes réunis aujourd'hui avec l'espoir de changer radicalement la vie, avec l'espoir que collectivement nous pourrons contribuer à changer ce monde. Et cet espoir, cette radicalité, cette énergie, cet enthousiasme, cette détermination, nous ne pouvons l'avoir que frontalement face au système capitaliste. Alors, oui, le parti de gauche se prononce clairement pour un dépassement du système capitaliste. Et dépasser le système capitaliste implique forcément une remise en cause du modèle productiviste, de ce que l'on appelle le productivisme. Le productivisme, c'est quand la production n'a plus aucun rapport avec les besoins de la société, n'a plus aucun rapport avec le progrès social, avec le progrès humain. Le productivisme, c'est toujours plus de production, qu'importe les besoins, qu'importe les conséquences environnementales, qu'importe les conditions sociales de la production. Le productivisme, c'est quand la production n'est plus au service de l'homme, mais au service du système. Alors, sur cette question, nous pensons au parti de gauche que ce productivisme s'incarne dans deux aliénations fondamentales. La croissance, la religion de la croissance et la religion de la société de consommation. Sur la croissance, il faut reconnaître aujourd'hui qu'un certain nombre de politiques n'ont comme seule boussole politique cet indicateur PIB qui mélange tout et n'importe quoi. Or, chacun sait aujourd'hui qu'une croissance infinie dans un monde fini n'est strictement impossible. Alors, pour autant, mes amis, il ne s'agit pas de se positionner pour la décroissance. Il s'agit simplement de dire que l'indicateur PIB, l'indicateur croissance, n'est pas la bonne boussole politique. Il faudra bien évidemment qu'un certain nombre de secteurs soient en progression. C'est tout ce qui crée du lien, c'est tout ce qui crée du mieux-être social. Il faudra en revanche qu'un certain nombre de secteurs soient en diminution. C'est tout ce qui dégrade l'empreinte écologique. Qu'au final, tout cela fasse de la croissance ou qu'au final, tout cela fasse de la décroissance, ce n'est pas vraiment la question. Il faut penser autre développement, il faut penser alter-développement. Alors, cette production, ce productivisme s'incarne aussi dans la société de consommation. Nous ne parlons pas évidemment ici de l'accès de tous, évidemment, aux biens et besoins fondamentaux. Nous parlons ici de la société consumériste dans laquelle nous entraîne le système capitaliste. Une société où tout se mesure, où tout a un prix, où la concurrence est reine, où la compétition l'est aussi et où l'envie est généralisée. Alors, la société de consommation, comme la religion de la croissance, sont bien les deux faces d'un même modèle productiviste au service du capitaliste lui-même, tourné vers un seul objectif implacable, la recherche de rentabilité du capital. Il ne suffit pas de dénoncer, il va nous falloir construire. Il va nous falloir construire ensemble. Et c'est bien ça la démarche du parti de gauche. C'est d'essayer d'imaginer un idéal, c'est d'essayer d'imaginer un grand projet de société, c'est de donner du sens, c'est de dire que pour nous, une société riche, c'est d'abord une société où il fait bon vivre ensemble, c'est une société fraternelle, c'est une société du lien plus qu'une société du bien, c'est une société où l'environnement est préservé, c'est une société où chacun a accès aux besoins fondamentaux, c'est une société où les droits des travailleurs sont respectés, sont nouveaux, c'est une société fraternelle où l'on vit bien ensemble. Alors, mes amis, je vous le dis, au service de cet idéal, il nous faudra imaginer un autre système, un autre mode de développement, un alter-développement, un mode de développement qui fixe des limites à la sphère marchande, à la sphère privée, qui ouvre des perspectives
à la sphère publique et qui propose de nouvelles formes de propriété de l'entreprise, plus relocalisées, plus transparentes, plus démocratiques. Vous l'avez compris, le parti de gauche ne veut pas améliorer ce monde. Il veut changer ce monde, il veut un autre monde. Il doit incarner une gauche d'avant-garde qui non seulement imagine cet autre monde, mais qui, le jour venu, le mettra en œuvre et changera concrètement et réellement le réel. Alors, ma phrase de conclusion, simplement pour vous dire que je suis fier d'en être, heureux d'être ici. Et j'en reviens à la question première de notre présence ici, je crois, dans un moment historique. Cela renvoie en tout cas au sens de notre engagement en politique. Pourquoi fait-on de la politique? Mais on l'a fait pour ça. On l'a fait simplement parce qu'on a l'espoir, parce qu'on a l'envie, parce qu'on a la détermination de faire avancer des brins d'humanité, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau départemental, régional, national, européen et même mondial. C'est la seule raison qui nous pousse ici à être ensemble et c'est la raison essentielle. Demain, nous ouvrirons ensemble de nouveaux mondes. Je vous remercie. J'ai maintenant le plaisir d'accueillir une conseillère d'orientation psychologue, conseillère de Paris, élue engagée aux côtés des sans-papiers pour le droit de vote des résidents étrangers, Danielle Simonet. Est-ce que tous ici, vous êtes pour défendre la laïcité ? Eh bien, ça tombe bien parce qu'elle en a grand besoin. Le président Sarkozy a annoncé à maintes reprises sa volonté politique de remettre en cause la laïcité et la loi 1905. Il entend développer un dialogue régulier avec les églises, reconnaître les religions d'utilité publique, permettre le financement public des lieux de culte. Son projet d'ensemble est bien celui d'une reconfessionnalisation de l'espace public. Alors, ne le laissons pas faire. La laïcité est l'affaire de tous, elle nous concerne tous. Il n'y a pas de laïcité positive, ouverte ou moderne à inventer. Ne nous leurrons pas, ces adjectifs, qui que ce soit qui les emploie, ne visent qu'à remettre en cause la laïcité. Dans notre appel pour la création du parti de gauche, nous prenons notamment l'engagement intransigeant de faire vivre la laïcité. Car reconnaissons-le, à gauche également, certains ont tendance à brouiller les repères. Nous devons, au contraire, réaffirmer sans relâche que la laïcité est un fondement de notre République. Elle stipule que la République ne finance et ne reconnaît aucun culte. La laïcité, ça n'est pas synonyme de neutralité religieuse, mais bien la garantie de la liberté de conscience. Elle est fondatrice de notre sentiment d'appartenance à la même communauté de destin, parce que nous nous considérons toutes et tous d'abord et avant tout comme des semblables, égaux bien au-delà de nos différences. Car bien sûr, nous sommes différents. Parce que nous sommes des défenseurs de l'école publique, nous devons défendre la laïcité. Vous vous souvenez comme moi, et ils ont été rappelés précédemment, les propos de Sarkozy qui déclarait que dans la transmission des valeurs et dans l'apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l'instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur. Cette attaque contre l'école publique et laïque est inacceptable. Il n'y a pas de République sans une école publique et laïque pour tous, garante de la formation de l'esprit critique du citoyen. Et parce que nous sommes syndicalistes, militants pour la défense des services publics, nous devons défendre la laïcité. Nous sommes pour l'égalité des droits. Nous refusons que les droits sociaux diffèrent demain selon les appartenances présupposées des uns ou des autres. L'exacerbation des identités ethniques, religieuses n'ont d'autres objectifs que la division des salariés. La question laïque et la question sociale, mes chers camarades, sont les deux faces d'une même pièce. Et quand nous sommes élus, eh bien nous devons nous en montrer garants. En tant que conseillère de Paris, j'ai été amenée, avec notamment Alexis Corbière et d'autres élus, à nous opposer au financement de crèches confessionnelles intégristes à Paris. Et je sais que dans toute la France, beaucoup d'élus font de même et s'opposent à d'autres mesures. Sans cela, vers quelle société irions-nous? Un apartheid religieux, ethnique, dès la petite enfance?
qui se prolongent dans des horaires différenciés dans les piscines, un accès renié à la santé pour certaines. Refusons cette société-là. Parce que nous sommes féministes. Parce que nous sommes féministes, nous savons que l'émancipation des femmes et le combat pour l'égalité entre les sexes nécessitent une laïcité défendue sans concession. Et d'autres luttes contre l'homophobie, contre le racisme, contre la pandémie du sida ont également besoin de laïcité. Parce que nous sommes des militantes et des militants solidaires engagés pour la régularisation de tous les sans-papiers, nous devons défendre également la laïcité et qu'on cesse de nous faire croire que l'immigration représente une menace pour notre identité nationale. Parce que, je vous le dis, notre identité nationale, c'est notre identité républicaine et laïque et rien d'autre. Parce que pour finir, parce que nous sommes des militants internationalistes, des militants pour la paix, nous devons défendre la laïcité. Dans son discours aux ambassadeurs, Sarkozy avait affirmé que le premier défi mondial de notre temps serait le choc entre l'islam et l'Occident. Il reprenait ainsi la théorie américaine du choc des civilisations. Mais quel est le rôle de cette théorie, si ce n'est de justifier des conflits aux quatre coins de la planète qui permettent aux États-Unis de perpétuer par leur suprématie militaire leur domination économique mondiale? Alors pour le parti de gauche, pour ses fondatrices et ses fondateurs, tous ici présents, loin de vouloir réduire à coups d'adjectifs la laïcité, nous avons pour projet de l'étendre partout et pour toutes et tous. Nous sommes heureux d'avoir dans cette salle des représentants de nombreux partis de gauche qui sont venus saluer notre naissance, non pas comme une concurrence, mais comme une chance pour la gauche elle-même. Il y a ici Francis Parny qui représente Marie-Georges Buffet, secrétaire nationale du Parti communiste français. Il y a parmi nous Ingrid Haes qui représente la Ligue communiste révolutionnaire. Il y a parmi nous Roland Mérieux des Alternatifs, Daniel Chapira du Parti ouvrier indépendant et des personnalités de gauche, Clémentine Autain, Christian Piquet du courant UNIR. Il y a Pierre Jox, un fondateur du nouveau Parti socialiste à Épinay. Merci à eux d'être là, de nous accompagner dans nos premiers pas. Et merci également à François Autain, sénateur de Loire-Atlantique, qui, par sa présence aujourd'hui, porte à 4 le nombre de parlementaires du Parti de gauche. Il n'y a pas assez de place dans notre librairie militante derrière pour accueillir tous ces livres. C'est un intellectuel et aussi un militant. Pendant des années, son travail économique a inspiré la gauche du Parti socialiste. Aujourd'hui, il entend bien inspirer notre parti. J'appelle à la tribune Jacques Généreux. Bonjour. Mes chers camarades, voilà bien longtemps que je n'étais pas monté à la tribune de mon parti, car c'est bien de cela qu'il s'agit aujourd'hui, avec la certitude de n'avoir dans l'auditoire que des compagnons de route et aucun adversaire. Cette certitude bien nouvelle pour qui vient de quitter le PS va nous permettre désormais d'être bien moins occupés à nous convaincre nous-mêmes qu'à nous adresser enfin aux Français. Alors, pour profiter aussitôt de ce changement de perspective
Eh bien, vous m'en excuserez, chers camarades, mais je veux dès aujourd'hui m'adresser plutôt aux Français qui nous regardent et qui nous écoutent en ce moment. Mes chers concitoyens, à moins que vous n'apparteniez à cette infime minorité qui tire profit ou se réjouit du malheur des autres, je sais bien, que vous savez bien que notre société est malade. Vous savez bien que les prétendues vertus de la libre compétition, du libre-échange et de la déréglementation dégénèrent en guerre économique généralisée qui se solde toujours par les crises financières, par les crises économiques, par les crises sociales dont vous finissez par payer le prix. Vous savez bien qu'un système entièrement voué à la maximisation de la rentabilité des capitaux ne peut pas se développer dans l'intérêt général. Vous savez bien qu'en réduisant les services publics et les services sociaux pour rendre l'argent public aux plus riches, on ne prépare pas un meilleur avenir pour nos enfants, mais simplement une société brutale, une société sauvage et violente. Vous savez bien qu'au nom de la compétition, on vous demande tous les jours plus d'efforts au travail et le sacrifice de votre temps libre et le sacrifice de votre famille et le sacrifice de votre santé. Tous les jours, on vous demande ces efforts. Et vous savez bien aussi que ce capitalisme-là, après 3 siècles de prétendu progrès économique, tue, je dis bien tue encore aujourd'hui, des ouvriers au travail. Vous savez bien que la compétition effrénée pour produire toujours plus au profit de quelques-uns est en train de détruire notre planète et nous empêchera de léguer à nos enfants une planète tout simplement vivable. Alors, comment puis-je savoir qu'une large majorité d'entre vous savez bien tout cela? Je ne suis pas devin, mais tout simplement parce que vous n'avez cessé de l'exprimer par le vote. À chaque fois que le PS a tenu ce discours de gauche, cette promesse d'une opposition sans faille à la régression sociale, vous avez fait un triomphe aux candidats socialistes. Mais quand les candidats vous disent, en 2002, que leur projet n'est pas socialiste, en 2005, qu'ils sont d'accord avec la droite pour l'Europe de la libre concurrence, en 2007, que leur Premier ministre idéal serait François Bayrou et non pas une femme ou un homme de gauche, alors à chaque fois, vous, nos concitoyens, à chaque fois, vous avez fui ces socialistes qui renoncent à leur mission de combat pour une autre société. Malheureusement, partout en Europe, les socialistes et les sociodémocrates ont affiché ce même renoncement et presque partout, ils ont été chassés du pouvoir. Oh, ce n'est pas que les peuples soient passés dans l'autre camp, à droite, c'est qu'ils ont le sentiment que c'est la gauche qui est passée dans l'autre camp, qui les a abandonnés, qui n'est plus à leur côté pour défendre leur soif de progrès. Au mieux ou au pire, ça dépend. On a eu partout dans cette Europe une gauche qui s'est carrément convertie aux valeurs et aux politiques de la droite néolibérale. Mais au mieux, chez nous, en France, c'est plus nuancé. On a des socialistes qui ont encore des velléités de critique du capitalisme et du libéralisme, mais qui restent verrouillés par leur conversion au culte de la libre compétition et de l'Europe des marchés. Eh bien, c'est ce verrou qu'il faut faire sauter. Et c'est pourquoi, après avoir tenté des années durant de faire sauter ce verrou dans le PS, et parce que nous constatons notre impuissance à le faire sauter par le vote des militants, que nous allons maintenant le faire exploser par le vote du peuple. Je termine. Nous ne le ferons pas seuls. Nous ne le ferons pas seuls. Nous le ferons avec toutes les forces de gauche qui sont ici aujourd'hui représentées et qui sont déterminées à s'engager également dans ce combat. Alors je sais, tous les décernateurs de labels en modernité qui ne savent même pas ce que le mot veut dire vont nous dire « Ah, vous choisissez vos alliances avec de bien vieilles familles politiques. » Ah oui, mais vous savez, toutes les idées sont vieilles comme le monde. L'important est de savoir faire la distinction entre les idées justes et les idées fausses. Et la sagesse populaire
La sagesse populaire nous dit que c'est dans les vieux pots qu'on prépare les meilleures soupes. Alors, notre bon sens politique nous amène à nous dire que pour préparer une bonne soupe de gauche, eh bien, mieux vaut la faire dans un pot de gauche avec des chefs de gauche. Alors, bien sûr, je terminerai là-dessus. Alors bien sûr, il y a aussi le vieux pot de la social-démocratie, certains le préfèrent. Oh, nous, ce n'est pas son âge qui nous dérange au vieux pot de la social-démocratie, c'est sa fragilité face au vent de l'histoire, c'est qu'il s'est fêlé de toutes parts depuis les années 80, qu'il a été emporté par l'offensive néolibérale. Alors le voici désormais ouvert à tous les vents. Et c'est pourquoi nos élites social-démocrates en Europe semblent plus désormais n'avoir pour seule ambition que celle des feuilles mortes, qui disait Milan Kundera, et d'aller dans le sens du vent. Eh bien, pour nous, camarades, la vraie modernité, ce n'est pas d'aller dans le sens du vent, c'est de guider le vent par le souffle de la parole et de l'action politique. Alors je termine en m'adressant à vous, mes chers concitoyens, en vous annonçant la bonne nouvelle de ce jour, ici. Vous n'êtes plus orphelin d'une représentation politique. Désormais, avec un parti de gauche, tout simplement, uni dans un front commun avec toutes les forces de gauche, vous savez désormais que vous pourrez véritablement faire entendre, dès le mois de juin prochain, votre aspiration pour une société plus juste. Merci. J'appelle à cette tribune Luzmila Carpio. Luzmila Carpio est ambassadrice de Bolivie en France. Elle est venue parmi nous car elle a un message à nous lire, un message du président de la République de Bolivie, Evo Morales. Mes chers amis, bonjour. La Paz, le 27 novembre 2008. Chers camarades, j'ai reçu avec un intérêt tout particulier l'information de la création d'une nouvelle option politique de gauche en France, que vous venez d'annoncer et que vous mettrez en marche ce samedi 29 à Paris. L'idée de proposer une alternative pour lutter contre le capitalisme dévastateur et insensible face au drame de la destruction de la planète m'enthousiasme. Je porte la plus haute estime au désir de construire un instrument de lutte face au néolibéralisme qui règne en Europe. Et j'espère que le parti de gauche que vous lancez proposera une nouvelle manière de comprendre les relations entre nos peuples sur la base du respect, de la dignité et de la souveraineté. Recevez depuis la Bolivie toute mon amitié fraternelle et révolutionnaire. Sincèrement et affectueusement, Evo Morales Ayma, président constitutionnel de la République de Bolivie.
C'est un cheminot. Il a dirigé pendant des années une fédération syndicale des travailleurs des transports. Il a été cheville ouvrière, coordinateur des collectifs pour le non de gauche au traité constitutionnel européen. Vous connaissez Claude Debon. Bonjour, chers amis, chers camarades. La dernière fois que j'ai pris la parole dans cette salle, c'était il y a 2 ans et nous avions échoué à désigner un candidat unitaire pour les élections présidentielles. Mais ce dont je suis sûr aujourd'hui, devant votre enthousiasme, c'est que ce soir nous aurons réussi le lancement du parti de gauche. Et cette création, elle répond à une nécessité. Beaucoup de nos concitoyens souffrent au quotidien. Certains ont du mal à boucler les fins de mois ou connaissent le chômage. D'autres subissent le drame des sans-abri, du mal logement, la traque inacceptable des immigrés. Et c'est contre tout cela que le parti de gauche va lutter, car c'est une insulte à la dignité humaine. Tous les jours, l'actualité nous rappelle ce besoin d'alternative. C'est ArcelorMittal qui annonce 9000 suppressions d'emplois alors que le groupe a réalisé 8,6 milliards de dollars de profit au 3e trimestre et qu'il en annonce 3 milliards au 4e. Voilà la réalité des licenciements au service des exigences de rentabilité des actionnaires dans les entreprises. Et cet exemple nous amène aux racines de la crise actuelle. Le discours dominant cherche à limiter la responsabilité aux inventions folles d'une finance débridée, subprime, titrisation, stock option, mais il se garde bien de braquer les projecteurs sur l'origine de ces masses financières investies dans la spéculation mondiale. Cette crise, c'est celle du capitalisme néolibéral qui s'est imposé depuis 3 décennies. Et rappelez-vous, à l'époque, le maître mot, ce fut la restauration des profits aux dépens des salaires. Et les classes dominantes ne mégotèrent pas sur la bataille idéologique pour y parvenir. Vive la crise, qu'ils disaient au milieu des années 80, et même une certaine gauche tressa les louanges du néolibéralisme. Et dans les entreprises, tous les moyens furent bons pour augmenter les profits en faisant baisser le coût du travail, comme ils disent. Licenciement, précarité, flexibilité, gel des salaires. Et les gouvernements successifs ont aussi apporté leur pierre avec les exonérations de cotisations sociales, la réduction des systèmes sociaux, la privatisation des services publics. Certes, les luttes n'ont pas manqué pour s'opposer à ces politiques, mais elles n'ont pas permis d'empêcher les reculs. Et sur le plan politique, c'est le renoncement à gauche qui dominait alors. La conséquence, on l'a déjà dit à cette tribune, c'est une formidable modification de la répartition des richesses créées au détriment du travail et au bénéfice du capital. Pas moins de 10 points de PIB, cela représente 180 milliards d'euros par an, accaparés par les actionnaires qui ont nourri un train de vie extravagant de la bourgeoisie et alimenté une spéculation financière effrénée. La financiarisation est le produit de la dégradation de la condition salariale. Alors on comprend bien sûr pourquoi le discours dominant se garde bien de pointer la responsabilité du système lui-même dans les dérèglements actuels. Parce que cela conduit évidemment à proposer des mesures d'une toute autre ampleur que la simple régulation de la finance mondiale. D'abord, d'autres l'ont dit, il faut un bouclier social qui augmente les salaires, les pensions et les minima sociaux, qui s'oppose au licenciement, qui développe les protections sociales et les services publics. Ensuite, il faut des réformes structurelles qui rompent avec les logiques capitalistes. Un seul exemple, le secteur bancaire. La crise l'a montré, le système bancaire est essentiel à la vie des citoyens et à la vie économique. Il devrait donc relever d'une logique de service public au service de l'intérêt général et non du profit privé. Enfin, il faut rouvrir le débat sur le dépassement du capitalisme. Oui, la crise nous conforte,
dans notre opposition à un système fondé sur une double exploitation. L'exploitation du travail, aggravée par la mise en concurrence des systèmes sociaux dans le cadre de la mondialisation, et l'exploitation de la planète, avec le pillage des ressources naturelles, avec des modes de production et de consommation néfastes pour l'environnement. La recherche du profit maximum et de l'accumulation effrénée du capital ne font pas bon ménage ni avec le bien-être des citoyens, ni avec l'avenir de l'humanité. Et on ne peut espérer du capitalisme qu'il s'autorégule. L'histoire a suffisamment démontré le contraire. C'est pourquoi nous voulons lui substituer une autre logique, guidée par l'intérêt général, fondée sur la satisfaction des besoins sociaux, la redistribution des richesses, le développement des biens publics, une planification écologique au service d'un développement non productiviste. Alors, on nous objectera bien sûr que les précédentes tentatives de dépassement du capitalisme ont mal tourné. Et même si nous n'avons jamais soutenu les dictatures du socialisme réel, nous n'échapperons pas à l'ombre portée du cauchemar stalinien. C'est pourquoi la démocratie doit être le levier essentiel du changement, en lien avec les mobilisations et les luttes sociales. D'où l'importance de la bataille idéologique, du travail d'éducation populaire pour rendre majoritaires ces perspectives de changement. Oui, la souveraineté populaire, la volonté majoritaire des citoyens doit s'imposer contre la dictature actuelle des actionnaires, des marchés financiers et des multinationales. La démocratie jusqu'au bout, disait Jean Jaurès, démocratie politique pour une 6e République rompante avec la dérive monarchique de la 5e. Démocratie économique par la socialisation des biens communs et la planification écologique du développement. Démocratie sociale par de véritables contre-pouvoirs pour les salariés dans les entreprises. Démocratie européenne faisant prévaloir l'intérêt des peuples contre la concurrence libre et non faussée. Alors oui, contre le parti des financiers et des spéculateurs, contre Sarkozy et Parizeau, contre la droite et le MEDEF, aux côtés des luttes pour la justice sociale et la dignité humaine, soyons le parti de gauche, le parti de la démocratie jusqu'au bout, le parti de la révolution démocratique pour la République sociale. Merci. Chers amis, nous sommes 3000 personnes rassemblées dans cette salle et j'aperçois encore quelques retardataires. J'appelle maintenant une professeure de zone d'éducation prioritaire, conseillère régionale de la région Rhône-Alpes, Elisa Martin. Mes chers amis, mes chers camarades, d'abord, je me dois de vous dire tout le bonheur, l'immense émotion que je ressens lorsque je nous vois tous ici. Les temps sont durs en ce moment, n'est-ce pas? Mais le fait que nous puissions nous retrouver aujourd'hui, tous ensemble, je sais, je sens que d'ores et déjà, nous sommes en mouvement, mes camarades et mes amis. Les temps sont durs, je le disais à l'instant. 80 000 postes de profs en moins, à qui d'ailleurs, au passage, on a retiré le droit de grève. 80 000 profs en moins, avec en priorité ceux qui s'occupaient spécifiquement des élèves qui étaient le plus en difficulté. 5 000 bureaux de poste demain dans notre pays, mes amis, mes camarades. Il y a 36 000 communes dans notre pays. Postes privatisés. Cela veut dire la fin du tarif unique, les augmentations de tarifs, la fin des tournées quotidiennes. Savez-vous, imaginez-vous combien de vies ont été sauvées par des facteurs pendant la canicule? Je dramatise? Et pendant ce temps-là, le président travaillerait. Il régulerait le capitalisme,
Il inventerait de nouveaux mécanismes de contrôle de l'économie. Troublant, n'est-ce pas? Sarkozy serait une sorte de Pénélope qui déferait la nuit ce qu'il a fabriqué le jour, ou l'inverse. Faut faire gaffe, il paraît qu'il travaille beaucoup. Au-delà des discours, ce qui compte, c'est les actes. La libéralisation, comme le manque des moyens, finissent par remettre en cause même l'existence des services publics. Car au fond, mes camarades et mes amis, c'est ça l'enjeu. Ce mode d'organisation collectif, cet acquis collectif, cette formidable invention qui nous appartient à tous, car nous y contribuons tous et où nous sommes tous traités à égalité. Ce qui rend accessible, sans distinction aucune, à des biens, à des services nécessaires pour la vie de chacun d'entre nous. Alors c'est ça, ou le chacun pour soi, ou le chacun selon ses moyens, c'est-à-dire autant rien du tout, autant dire rien du tout pour un certain nombre. Comment se soigner sans hôpital public? Qui en a les moyens? Comment faire face à la terrible crise sociale qui demain encore va s'aggraver? 46 000 chômeurs de plus ce mois-ci, ça veut dire 46 000 familles touchées par ce fléau, menacées par la pauvreté, menacées par l'exclusion. Comment répondre à l'urgence sociale sans protection sociale, sans protection collective? Qui peut s'en passer aujourd'hui? Cette question est fondamentale, vous le savez. C'est un véritable choix de société qui est devant nous. Qui l'emportera? L'intérêt général ou le tout marchand? À chaque fois que le marché l'emporte, nous le savons, c'est le désastre. On affame les peuples du monde pour permettre à quelques-uns de s'enrichir en jouant en bourse sur les biens alimentaires. C'est une véritable folie. L'eau, l'énergie, l'air, la planète demain seraient des marchandises comme les autres. C'est notre perte programmée. Voilà, mes camarades, voilà, mes amis, la raison d'être du parti de gauche. Contester ouvertement une société fondée sur la marchandisation. Affirmer que ce qui prime, c'est l'intérêt général, qui est la cause universelle, et que les services publics sont un moyen de le concrétiser. S'opposer clairement, franchement, sans détour à la droite et au capitalisme. Clairs sur nos valeurs et sur nos idées, nous serons de toutes nos forces dans cette bataille. Défendre les services publics, c'est défendre l'intérêt général. Et je suis fière, très fière, de participer à la construction d'un parti qui se reconnaît dans cet héritage universel, celui de la République de France, celui du CNR, et qui vaut pour tous les peuples du monde. Merci et willkommen. D'habitude, il fait des films. À l'attaque, Marius et Jeannette, le promeneur du Champ de Mars. J'ai le très grand bonheur d'accueillir maintenant Robert Guédiguian. Merci. Merci beaucoup. C'est très émouvant, une naissance. On croit toujours qu'avec le nouveau-né, il y a une promesse, tellement nous sommes optimistes, tellement nous avons besoin d'être optimistes. La promesse aujourd'hui est que la gauche renaisse de ses cendres. Elle a en effet été brûlée dans le feu de la globalisation et dans les flammes de l'effondrement des pays socialistes. Dépossédée de sa vision du monde, la prétendue gauche a opéré un glissement progressif, du revendicatif au caritatif. Et là, comme disait l'autre, la gauche n'a pas le monopole du cœur. Pardonnez-moi de citer Giscard d'Estaing, mais c'est nécessaire. Toutes les confusions sont devenues possibles. Car la charité chrétienne, la charité bourgeoise de droite existe bel et bien, comme il existe une droite d'ailleurs antiraciste, républicaine, démocrate. Bref, les valeurs de gauche, qui sans qu'elles soient jamais définies, constituent le seul argument des socialistes depuis plusieurs années, ne sont pas plus de gauche que de droite. Elles ne sont tout simplement pas de l'ordre du politique. Merci. La gauche, pour se réinventer, doit penser, concevoir des formes inédites
nationale et internationale d'appropriation des richesses par ceux qui les produisent. Je répète, des formes inédites. Sans cet effort intellectuel, théorique, les bonnes volontés s'épuiseront. À l'évidence, la tâche est ardue, mais ne pas poser une alternative, des alternatives au capitalisme comme pierre d'angle de la reconstruction de la gauche conduit nécessairement à l'échec. La gauche et le socialisme sont indissociables. La gauche et le socialisme sont synonymes. Nous avons jeté l'enfant avec l'eau du bain. Je crois toujours à cet enfant et dans ses promesses. Un dernier mot. Merci. Un dernier mot, car le temps presse en général, et en particulier, Nicolas Voisin m'a téléphoné pour me dire qu'il fallait faire très très court. Donc je vais vite. Les différences entre les sensibilités qui composaient le front contre le traité constitutionnel européen sont soit d'ordre historique, soit d'ordre partisan. Je vais évidemment parler des avantages liés aux succès électoraux dans nos démocraties. Aujourd'hui, les divergences sur l'adhésion à la Troisième Internationale ou sur la construction du socialisme dans la jeune URSS ne peuvent pas masquer l'extrême convergence des propositions de tous ceux qui se battaient contre le traité européen. C'est vrai, non? Quant à la forme partie, il faut là aussi se mettre en état d'inventer de nouvelles manières, des manières inédites. Vu de loin ou vu d'ailleurs, ces querelles historiques et partisanes apparaissent bien futiles face aux nécessités auxquelles le monde est confronté. La nécessité du parti de gauche sera, je l'espère de tout mon cœur, la renaissance de toute la gauche, car il le faut. Merci. Merci Robert Guédiguian. La parole est à Corinne Morel-Darleux qui fait partie des initiateurs des rencontres de l'écologie radicale. Mes chers camarades, d'autres avant moi l'ont évoqué, le monde change autour de nous. Et c'est un changement douloureux, brutal, qui touche encore et toujours les plus faibles. On le voit évidemment aujourd'hui avec la crise financière. Mais cette crise n'est pas que financière, c'est la crise de tout un système. Explosion des inégalités, dérèglement climatique, épuisement des ressources naturelles, crise alimentaire. 920 millions de personnes souffrent aujourd'hui de la faim dans le monde et plus de 25 000 en meurent chaque année. À droite, Nicolas Sarkozy insulte les pays du Sud en faisant passer dans un bel effet d'annonce l'aide alimentaire de la France de 30 à 60 millions d'euros, alors qu'on trouve 40 milliards pour recapitaliser les banques. Cette crise alimentaire n'est pas nouvelle, mais elle s'aggrave et les pays industrialisés en portent une lourde part de responsabilité. Car si les origines de la crise alimentaire sont en partie conjoncturelles, l'explication principale réside dans les politiques imposées par les pays les plus riches de la planète. C'est tout d'abord la logique néolibérale de l'OMC et de la Banque mondiale qui oblige les pays du Sud à ouvrir leurs frontières, à détourner des terres fertiles à la production d'agrocarburants et à passer à la monoculture, destinée non plus à se nourrir localement, mais à être exportée. Ce sont ensuite les politiques agricoles européennes et américaines qui subventionnent une agriculture intensive, destructive, destinée à l'exportation, creusant encore plus les inégalités, alors que les écarts de productivité sont déjà de 1 à 200. Le résultat de tout ça, c'est une situation absurde et dramatique. Les paysans sont aujourd'hui parmi les premiers à être touchés par la sous-alimentation. Alors il y a urgence, mes camarades, urgence à réaffirmer avec force le droit à la souveraineté alimentaire, urgence à remettre à plat les règles du commerce international, urgence à défendre l'exception agricole, car non, l'agriculture n'est pas une marchandise comme les autres, car se nourrir est un droit fondamental. Urgence, donc, à protéger les marchés nationaux, contrairement à ce qui s'est passé lors du cycle de Doha. Urgence, enfin, à miser sur une agriculture relocalisée, paysanne et vivrière, car cette forme d'agriculture est la seule qui puisse répondre à la fois aux crises sociales, alimentaires et écologiques,
en créant des emplois localement, en leur permettant de vivre dignement de leur travail, en leur permettant de ne plus dépendre des multinationales pour leurs importations agricoles, en favorisant une gestion attentive des ressources naturelles et sans ces OGM qui induisent une dépendance inacceptable vis-à-vis des multinationales qui contrôlent le marché des semences. Parce que c'est à la crise d'un système que nous assistons, c'est une réponse systémique que nous devons apporter. Et ces questions, nous devrons les porter haut et fort lors des prochaines élections européennes, car l'Union européenne a sa part de responsabilité dans cette situation et que collectivement, en tant que nouveau parti de gauche porteur d'espoir, nous devons faire vivre cette espérance. Merci. Merci Corinne. Il y a dans cette salle une parlementaire, une députée de Paris dont la présence nous fait particulièrement plaisir. J'espère que je ne la mets pas mal à l'aise. Ce n'est pas quelqu'un de très vantard. Je vous demande de saluer la présence parmi nous de Martine Billard, députée des Verts. Et j'appelle immédiatement à cette tribune Éric Coquerel, militant républicain du nom de gauche. Il était le président du Mars Gauche Républicaine. Il fait partie aujourd'hui des fondateurs du parti de gauche. Chers amis, chers camarades, nous savons que nous vivons une période difficile, dangereuse pour l'humanité. Pourtant, il existe des raisons d'espérer. Ce que nous lançons aujourd'hui à Saint-Ouen en est une de taille. C'est pourquoi je voudrais commencer par dire que se retrouver ici, rassemblés aussi nombreux dans un élan collectif prêt à déplacer les montagnes, cela fait du bien. Je n'aurai pas de fausse pudeur à terme mon bonheur militant à vivre cette journée fraternelle, parce qu'une journée historique à bien des égards, parce que tout simplement, on ne crée pas tous les jours un nouveau parti de gauche. Alors je tiens d'abord à dire merci à Jean-Luc et à Marc. Cette rupture importante de dirigeants du Parti socialiste, nous sommes nombreux à l'avoir espérée. Nous étions certains qu'il était impossible désormais de changer de l'intérieur ce parti. Et à l'inverse, nous étions certains qu'il était impossible de fonder un nouveau parti de gauche sans qu'une frange significative ne sorte du Parti socialiste. Jean-Luc, Marc et vos camarades, vous l'avez fait. Depuis, d'autres d'importance comme Jacques Généreux, Jacques Rigaudiat l'ont fait. De nombreux autres, j'en suis convaincu, vont franchir le pas et du coup, tout peut changer. Et puis, on me permettra une dernière fois d'adresser un autre salut particulier, cette fois à mes camarades du Mars Gauche Républicaine, qui ont tenu à faire vivre vaille que vaille depuis 5 années un parti républicain et social au sein de la gauche de transformation. Mais ce dernier salut est tout sauf triste. On dit qu'il n'est pas fréquent de se réjouir de disparaître. Nous, si. Parce que nous avons toujours considéré le Mars Gauche Républicaine comme une passerelle pour contribuer à l'émergence d'un grand parti capable de refonder la gauche sur des bases transformatrices. Alors nous disons que nos militants sont heureux de cofonder le parti de gauche avec vous tous. Nous sommes sûrs que nous tenons l'outil nécessaire à ce grand dessein, celui d'un parti de masse, un parti populaire, parce que sans le peuple, à qui la gauche ne parle plus depuis bien trop longtemps, nous ne serons rien. Sans le peuple, nous ne ferons rien. Sans le peuple, nous ne servirons à rien. Or, nous comptons bien être utiles et lui servir. Servir d'abord justement à restaurer la souveraineté du peuple sur le marché. Une souveraineté populaire que la version absolutiste du marché n'a cessé d'affaiblir depuis 25 ans, au point que ses partisans ont même rêvé, souvenez-vous, de le figer libre et sans entrave dans une constitution européenne. Ils auraient bonne mine aujourd'hui si nous n'avions pas gagné, s'ils étaient parvenus, eux qui enfreignent allègrement leurs règles ultralibérales pour socialiser les pertes du capital et sauver leur système. Alors, nous les prévenons,
que ceux qui engloutissent les richesses collectives pour leur seul bénéfice sachent que nous comptons, nous aussi, recourir à des moyens de socialisation. Mais cette fois, il s'agira de socialiser leurs profits au bénéfice des revenus du travail. Nous comptons bien servir à remettre la République sur ses rails. Cela signifie de mettre fin au cancer monarchique de la Ve République qui déteint sur toute la vie politique de notre pays, et ça signifie de remettre le Parlement au centre d'une Sixième République. Une République qui défendra une vision de la citoyenneté qui fut la sienne à sa naissance, une conception universelle, généreuse, politique, opposée à toute version ethnique, communautaire et religieuse, ce qui implique de revenir au droit du sol intégral et à l'élargissement de la nationalité aux résidents. Cela signifie de restaurer le bien commun et l'égalité comme pierre angulaire de notre société. Cela nécessite que la gauche se revendique de nouveau du progrès, parce qu'il est légitime d'aspirer à ce que les enfants vivent mieux que leurs parents, à condition aussi de considérer que le progrès, c'est aussi de leur laisser une planète viable. Cela nécessite de garantir les moyens de l'émancipation de toutes les citoyennes et les citoyens. Or, il n'y a pas d'émancipation sans une éducation nationale forte qui doit avoir le monopole de tous les fonds publics. Il n'y a pas d'émancipation sans la préservation intransigeante de la laïcité. Nous comptons bien, camarades, enfin, surtout, servir à battre la droite, ce que la gauche d'accompagnement ne sait plus faire sur le plan national depuis bien trop longtemps en France et en Europe. Nous ne sommes pas là pour nous résigner. Nous fondons le parti de gauche pour défaire en premier lieu Sarkozy et les siens. Et comme nous savons que la condition pour cela, c'est de disputer aux sociaux-libéraux l'hégémonie sur la gauche, eh bien nous comptons le faire. Parce que nous savons bien que notre peuple n'a jamais cédé au libéralisme et qu'il serait disponible si la gauche proposait enfin une vraie alternative. Parce que nous respectons le suffrage universel, nous disons clairement que nous entendons contribuer à donner une majorité électorale à un programme de gouvernement, un programme de rupture radicale avec la logique ultralibérale. Cela passe par renforcer, ouvrir notre nouveau parti, se compter par milliers dès notre congrès début février, et vu le nombre que nous sommes déjà ici, on devrait y parvenir sans mal. Et en même temps, cela nous amène à travailler à l'unité des forces de la gauche de transformation, afin de montrer, et ceux de les européennes, que nous pouvons être majoritaires 4 ans après notre victoire sur le traité constitutionnel européen. Chers camarades, pour conclure, nous pouvons, nous devons voir grand. Thomas More écrivait au XVe siècle dans son livre L'Utopie qu'on ne renonce pas à sauver le navire dans la tempête parce qu'on ne saurait empêcher le vent de souffler. Alors je vous le dis, le vent souffle, nous n'avons jamais renoncé. Hissons ensemble les voiles de notre navire commun, prenons le large et je suis sûr que nous redonnerons tous ensemble à la gauche de nouveaux horizons pour la victoire. Conseillère régionale d'Île-de-France, elle était encore récemment secrétaire nationale du Parti socialiste, où elle défendait avec ténacité les combats de la gauche du PS. Aujourd'hui, cette ténacité est tout entière avec le parti de gauche. Pascale Lenouanic. Merci. Merci d'être aussi nombreux. Merci de nous avoir donné raison. Raison de penser qu'il fallait relever le défi. Relever le défi, pourquoi? Parce que la droite aujourd'hui n'est pas une droite immobile. Parce que la droite aujourd'hui, pendant la crise du capitalisme, continue ses attaques, continue. Pourquoi? Parce que Sarkozy ne veut pas de pause. Au contraire, il a besoin de passer en force. Il veut nous faire avaler ces remèdes de bonimenteur libéral. Et pour cela, il faut qu'il désarme idéologiquement. Il faut qu'il nous désarme. Pour comment faire? C'est simple. Faire d'abord oublier qu'il y a un bouclier fiscal. Il n'en parle jamais. Il ne parle jamais des riches. Pourquoi? Parce que pour lui, le bouclier fiscal,
c'est d'abord un outil, un message à la direction des grands de ce monde. Il leur dit, ici, vous avez tous les droits. Pourquoi? Parce que son message, son programme politique à Sarkozy, il ne faut pas l'oublier. Pendant la crise, ce que veulent ces sbires, c'est continuer à nous faire les poches. Pour ce faire, il faut qu'il nous trouve un moyen de nous détourner, un moyen de faire oublier son plan d'ensemble. Et pour ça, il a ses boucs émissaires, ses sans droit, ses sans voix. D'abord, c'est sans travail. Ils sont coupables, coupables aux yeux de la droite, coupables d'être des chômeurs qui coûteraient de l'argent à la société. La solution de la droite, leur supprimer au plus vite leur indemnité. Eh bien non, on n'est pas coupable d'être au chômage. Qui doit être montré du doigt? Le chômeur ou le système? Le salarié d'Amora qui se bat pour conserver son emploi, ou Unilever qui profite de ses faramineux profits pour délocaliser. Et les chômeurs ne sont pas les seuls à culpabiliser et à être culpabilisés. Malades, nous creusons le trou de la sécurité sociale. Sans papier, nous n'avons pas notre place ici. Sans logement, nous n'avons qu'à devenir propriétaires. Alors, puisque la droite s'attaque à tous ces sans-droits, à tous ces sans-voix, nous avons, nous, le parti de gauche, nous osons le dire, que nous voulons être le parti de ces sans-culottes des temps modernes. Le parti de gauche, c'est d'abord un parti qui, face à la droite et son projet, sait et doit porter le sien. Nous allons y travailler. Nous ne le ferons pas seuls. Et nous voulons le mettre au pont commun du front auquel nous aspirons. Cela passe d'abord par un travail de déconstruction indispensable du discours de la droite. Quand la droite criminalise l'action citoyenne, condamne les actions du DAL et ici vole les Don Quichotte, là condamne Hervé et on, nous devons nous mobiliser pour défendre les libertés individuelles et collectives. Quand Darcos et d'autres veulent ringardiser les syndicats, le parti de gauche, lui, n'oublie pas à appeler au vote parce que le 3 décembre, il y a les prud'hommes et que le 2 décembre, il y a le vote dans l'éducation nationale. Pourquoi? Parce que nous sommes un parti qui sait que la meilleure protection des salariés, c'est de faire entrer la citoyenneté dans le lieu de travail. Mais la droite ne se limite pas au terrain cité. La droite, elle est partout. Ainsi, au Conseil général des Hauts-de-Seine, dirigé par Patrick Devedjian, celui qui, il y a 20 ans, avait déjà débaptisé le stade Salvador Allende à Antony, celui-là même aujourd'hui impose pour un nom de collège le nom de Kléber Edens, secrétaire particulier de Charles Maurras. C'est le maire de la Garenne-Colombes, où se situe ce collège, qui l'a proposé. Il souhaite distribuer en plus une histoire de la littérature française à tous les enfants de 6e, afin, dit-il, de développer l'esprit critique. Ce livre de Kléber Edens a été écrit en 1943 et véhicule les thèses du maréchal Pétain et de la Révolution nationale. Alors oui, nous n'attendrons pas 2012, nous contesterons à la droite sa capacité à vouloir nous imposer une contre-révolution. Parce que face à la droite, il ne suffit pas de combattre au moment des élections, il faut être présent tous les jours aux côtés de ceux qui luttent. Qu'est-ce que vous êtes nombreux? Alors, je crois que vous pouvez le faire. Vous pouvez, par vos voix, porter à la tribune nos 3 prochains orateurs, car il aura fallu du courage pour faire le premier pas. Porter à la tribune Marc Dolé, député du Nord. Porter à la tribune Oscar Lafontaine, président de Die Linke. Porter à la tribune Jean-Luc Mélenchon, sénateur de l'Essonne.
les porter jusqu'ici par votre présence, par votre engagement, par votre volonté d'ouvrir un nouveau chemin pour la gauche. Vous allez pouvoir vous installer.